dans cette table ronde de la QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site qunit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous connaissez la notion de double boucle d'apprentissage? Oui, parce que je suis en train de lire ton livre, Christophe. Vas-y, résume. La double boucle d'apprentissage, c'est des réflexions qui sont issues d'un certain Argyris qui a travaillé sur la notion de théorie de l'action. C'est un oxymore, bien sûr, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? La chose suivante, grosso modo, quand on s'amuse à tester, on essaie souvent de tester par rapport à une spécification. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Un produit conforme. Le problème, c'est qu'en fait, est-ce que c'est le bon produit? Et du coup, qu'est-ce qui se produit en général? C'est cette notion de double boucle qui est présente. En fait, lorsqu'on a une première boucle qui est spécification, test, ben, on obtient bêtement cette conformité. Et ce que propose Argyris, c'est en fait d'obtenir, d'aller chercher une boucle de rang un petit peu supérieure pour pouvoir en fait se dire, tiens, qu'est-ce qui est en fait vraiment cherché, qu'est-ce qui est recherché. Donc là-dessus, pour l'instant, Oh, on a parlé Christophe. Je me disais que c'était une pause Ça a très bien arrêté dans jouée, la mais là, boucle, ça a pour duré le un peu trop coup. longtemps. Là. Voilà, double boucle de feedback. Voilà. Antoine, tu veux pas faire le modérateur 2 secondes et on conclut sur le point et on passe à autre chose parce qu'on avait dit qu'on parlait pas de test. Non, mais j'ai vu que ça. On a commencé déjà à partager des sujets du slide d'après, c'était pour ça. Moi, j'avais un autre sujet. La conversation. Ouais. J'avais un autre sujet lié, mais parce que je pense que là, j'ai passé le slide, mais on a déjà parlé là-dessus. Ouais. Mais j'ai un autre sujet qui est lié, dont on n'a pas parlé, en fait, si ça vous va. En fait, c'est dans mon équipe, pour être sûr d'infuser de la qualité au bon endroit, en fait, moi j'ai 2 coachs software craftsmanship. Leur boulot, c'est de coacher les développeurs à mieux coder, en fait, tout simplement. Parce que je suis persuadé qu'il y a une grosse part de la qualité qui doit venir de là. Il y a sur ce que le produit doit faire, ça c'est évidemment c'est la clé. Ça, je dirais que c'est plutôt sur les parties métiers, produits, UX, user research, tout ça. Mais n'empêche que si le code est mal fait, que le code est pas maintenable, que le code est mal architecturé, mal codé, spaghetti, on n'arrivera pas très loin. Le projet ne sera pas vraiment pérenne et on va se retrouver dans le biais d'avoir un time to market en accordéon. Le truc que je vois dans plein de boîtes, c'est toujours on fait un truc tout dégoûtant pendant 2 ans, tout le monde est content parce que ça vient de sortir du carton, c'est la nouvelle, le revamp du site, machin. Et puis dans 2 ans, on appelle ça legacy, et puis on jette à la poubelle, et puis on fait tout refaire par une boîte, une agence web du coin, qui est meilleure que celle d'avant, évidemment, et qui refait un truc dégueulasse 2 ans après. Donc, pour éviter un truc intéressant, Olivier, là-dessus, effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. L'excellence technique, beaucoup de développeurs sur certains réseaux sociaux qui prônent justement l'excellence technique et que l'agilité ne peut pas fonctionner sans excellence technique. Pour moi, tu es clairement dedans, là, en fait. C'est comment construire des architectures logicielles qui sont modulables, sont maintenables. Et aujourd'hui, les patterns, ils existent aussi depuis très longtemps. L'extreme programming a mis des noms sur ces patterns depuis extrêmement longtemps. C'est juste que, oui, sans excellence technique, qui n'y arrive pas, quoi. Ouais. Après, il y a un focus sur les défects, sur les tests. On parle du code de merde. On parle pas, à mon avis, d'un truc qui vient avant, qui est la compréhension du besoin. Parce qu'il y a aussi beaucoup de défauts qui sont induits par un besoin qui n'a pas été compris, qu'on n'a pas pu réunir les bonnes personnes autour de la même table. Voilà, la qualité, il y a aussi un truc, c'est que on l'améliore pas en réduisant le nombre de défects. On l'améliore en
en faisant ce qu'il faut pour que le client il soit satisfait par ce qu'on a fait, et ça passe par voilà, bien s'assurer qu'on a bien compris le besoin. Tu as tout à fait raison, Arnaud. C'est ce que j'appelle l'ajout de valeur, moi. Ouais, je suis assez d'accord, et c'est pour ça que moi je reviens sur mes questions du pourquoi. Pourquoi la qualité? On avait dit tout à l'heure, la qualité est un moyen pour augmenter la vélocité sur la partie innovation. Ça peut être aussi la capacité à avoir de la rétention client, de le fidéliser, d'avoir de bonnes fonctionnalités pour que les clients parlent du produit. Mais si on prenait par exemple l'exemple de l'innovation, comment s'assurer que la vélocité soit sur l'innovation? En réalité, en fait, moi en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que la vélocité, généralement, on a dedans de l'innovation, de la gestion de problèmes, plus de l'amélioration continue. Et donc, en fait, ce qu'on va toujours vouloir améliorer, c'est la gestion de problèmes, le réduire, et l'amélioration continue, faire que, dès le départ, on fasse les choses dans le bon sens. Et du coup, c'est comme ça, en fait, pour moi, il faudra par la suite, avec cette réflexion-là, commencer à définir des métriques et travailler sur les missions pour le QA pour pouvoir y aller. Par exemple, on peut se dire, une des métriques qui serait intéressante, c'est réduire le taux de réouverture de tickets. Et là, en fait, un ticket, s'il est réouvert, c'est sûrement parce que la spécification, elle n'est pas bonne. Donc là-dessus, en fait, ce qu'on sait que plus on va réouvrir des tickets, plus on va avoir du temps qui va être sur la gestion de problèmes ou de l'amélioration continue, à voir comment on voit la chose. Mais du coup, en fait, pour moi, il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut adresser, comment on arrive à formuler des métriques derrière, et par la suite, comment on définit des missions pour la QA pour pouvoir y répondre. Et là-dessus, vraiment, et c'est comme ça qu'on va avoir un panel énorme de missions. Pour moi, je pense que sincèrement, si on commence à regarder dans ce sens-là, les missions sont énormément multiples. Moi, les équipes que je laissais chez mon copain, vraiment, on a commencé à faire un travail là de cartographier toutes les missions que nous avons et de pouvoir vraiment donner un sens à chacune, comment ça s'imbrique par rapport à la nomenclature du poste, etc. Parce que c'est pas simple. En réalité, la qualité, ça peut englober énormément de sujets. Mais ça rejoint ce qu'allait dire Christophe avant qu'il se fasse couper. Là, pour moi, tu es en train de parler des indicateurs pour vérifier la première boucle de feedback. Arnaud, lui, était plutôt sur la seconde boucle, à savoir, est-ce qu'on a compris le besoin? Est-ce qu'on est en train de construire la bonne solution par rapport aux besoins? Et j'irai même plus loin que toi, Arnaud, puisque je l'ai vu dans mon passé, c'est est-ce que les utilisateurs ont vraiment émis le souhait qu'on solutionne ce besoin-là? Moi, j'ai vu des contextes où, pour des raisons de cramage budgétaire, on a inventé des sujets. Là, je suis désolé, la motivation, elle n'est pas à 0, elle est à -20, elle est à -100 degrés. Quoi. C'est pour ça c'est important d'avoir un client à qui parler quand tu fais partie de l'équipe de dev pour être sûr que tu ne bosses pas pour la gloire. Il y a un phénomène que j'ai remarqué aussi, c'est les attentes en termes de qualité. Je pense que tout le monde n'a pas la même échelle de valeur en termes de qualité. Moi, pour moi, le summum de la qualité, ce serait genre le produit parfait où l'utilisateur se dit waouh, c'est génial, quoi. C'est vraiment une expérience inouïe. On a envie de revenir, on adore ce produit, on en fait la publicité autour de soi. Et en fait, malheureusement, la plupart des gens avec qui je parle, pour eux, la qualité, c'est juste une absence de bugs bloquants. Parce qu'on ne mesure pas les bonnes choses. Parce qu'on parle de défauts. Moi, ma métrique à moi, si on n'en a qu'une à garder, c'est la satisfaction du client. J'en mettrai une deuxième, moi, Arnaud. Non, mais j'ai dit s'il n'y en a qu'une à garder. Tu m'en donnes 3 ou 4, j'en mettrai quand même une deuxième, parce que tu as la satisfaction du client, mais tu as ceux aussi pourquoi l'entreprise existe, qui peut être multi-produit, multi-client. Et pour moi, il y a les deux leviers, en fait. Il y a quel indicateur qui nous permet de dire oui, on a encore une raison d'exister parce que, justement, on a cette gamme métier, cette gamme de produits. N'oublions pas qu'il y a des logiciels, ils n'ont pas pour objectif de faire de l'argent. Ils ont pour objectif de supporter le métier. Je pense, je vais reprendre la banque, mais la banquière, dans son guichet, elle ne va pas acheter le produit. Le logiciel qui est derrière, c'est pour l'aider à faire son métier. Bon, quand tu arrives le samedi matin, toi, en tant que client, par contre, et qu'elle te dit « Ah, excusez-moi, mais ça ne marche pas »,
tu fais la gueule, quoi. Donc, c'est de la notoriété derrière aussi. Et Donc, pour moi, Benjamin, je mettrais vraiment les deux leviers, quoi. Il y a le produit achat, il y a le produit aussi usage, support interne, aux fonctions. Benjamin, ce que tu dis, en fait, c'est d'autant plus vrai qu'en fait, si tu regardes bien, le système, c'est pas juste le produit, c'est aussi celui qui le fait. Et donc, en l'occurrence, si les gens qui le font sont insatisfaits, ne se sentent pas bien dans leurs bottes, mais pour le coup, tu es certain qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est ce qui s'est passé avec l'usine Hawthorne dans les années 30. Ils ont voulu essayer de mesurer quels étaient les facteurs qui pouvaient améliorer la productivité notamment, quoi. Donc, ils ont changé l'éclairage, la couleur, tout ce que tu veux. Oui. Mais au final, l'effet Hawthorne, c'était durant l'expérience, tout se passe très bien, et quand l'expérience s'arrête, on revient sur le nominal. Et en fait, comme ça, il y a un système de métriques qui doit un petit peu refléter le système produit, client et ceux qui le font, par exemple, où en fait, on va notamment introduire des métriques telles que le Nico-Nico, si on parle agilité ou des trucs un petit peu plus approfondis que ça. Mais quoi qu'il en soit, se baser juste sur une métrique, c'est un petit peu se leurrer, parce qu'après, derrière, on peut tomber sur le paradoxe de Simpson et autres tous les thèmes. biais. Exactement. C'est tout à fait ça, Olivier. C'est ça effectivement ce que je disais, c'est que si tu interroges chaque département pour un même sujet, chacun va avoir son critère de qualité. Et définir donc c'est quoi la qualité à ce niveau-là, ça devient compliqué. Parce que finalement, on va se rendre compte que tout le monde a raison et en même temps, tout le monde a tort. L'objectif, c'est quand même qu'on s'aligne et qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur, OK, au fait, l'entreprise, c'est quoi son but ? Est-ce que le grand dirigeant, il est d'accord que c'est ça qu'on va se fixer comme objectif? Et une fois que tout le monde est d'accord, tu vas voir que c'est là où tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver une motivation chez toutes les équipes et les développeurs vont faire, à part quelques-uns, ils vont faire de la belle job, comme on dit ici. Il n'y a pas de problème. Ils vont comprendre, ils vont se sentir concernés. À partir du moment où tu te sens concerné, tu fais quelque chose de bien. Après, bon, à quelques exceptions près, mais si tu es concerné, si tu as compris, si tu vas avec l'entreprise, tout ça s'équilibre. On ne parle pas de la test, si vous voyez, on ne parle pas de test, on parle juste de rééquilibrer les regards et de les tourner sur le même objectif. Normalement, ça devrait déjà bien se passer. Tu as essayé les OKR? Pardon? Tu as essayé les OKR? Vous avez une question pour moi, Christophe? C'est quoi les OKR? Les objectifs qui résultent sur les... Key Objective Results, en gros, l'idée, c'est d'avoir... Moi, je fais des de KQI, des Key Quality Indicators. Voilà. Et avec des indicateurs de qualité. Et le premier, effectivement, c'est la satisfaction client, le numéro 1. Et parmi les derniers, c'est les testings. Voire même des fois, il n'y en a même pas. J'aime beaucoup ce que tu dis, Iman, et moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose que nous avons mis en place chez mon bébé. Par exemple, on avait mis comme objectif au niveau de l'entreprise, il y a un an, c'était augmenter le nombre de releases, mais aussi garder un bon indicateur d'uptime. Ce qui voulait dire en gros qu'on voulait vraiment accélérer notre rythme, mais on ne voulait pas descendre la qualité. Et là-dessus, moi je trouve que vraiment les équipes QA, ils sont en bonne position pour trouver des synergies. Parce qu'en fait, quand on veut dire on veut augmenter le nombre de releases, on va aller développer de plus en plus de choses et on va aller innover, on pourrait avoir des équipes support et qui vont pas être très contents parce que les cas support qu'ils ont remontés, ils vont pas être pris en compte. Et c'est là où du coup, le travail sur cette partie, par exemple, uptime, l'indicateur, était intéressant pour nous, pour la QA, parce que du coup, on faisait en sorte que les indicateurs qu'on regardait pour la continuité de service impliquaient des indicateurs forts que les services clients regardaient. Et donc, en fait, on a fait vraiment une vraie synergie entre les équipes produits, développement et les équipes support, parce qu'en fait, finalement, on a aligné ce qu'on regardait et on a aligné en fait nos objectifs. Et ça, du coup, on s'est fait aider parce qu'on avait l'objectif global au niveau de l'entreprise qui était l'amélioration du time to market. Mais c'est encore une fois, je reviens là-dessus, l'objectif de l'entreprise, il n'est pas arrivé par hasard.
c'est arrivé après de longues discussions, de l'argumentation, un accompagnement du CTO, de ma part, du COO. Et en fait, pour moi, vraiment, on a une très, très bonne casquette en tant que QA pour créer cette synergie-là et faire du coup émerger de nouvelles choses qui pourraient aligner tout le monde. Parce qu'en réalité, en fait, quand on creuse, le service client, le produit ou le développeur, tout le monde est là pour la même cause, qui est que l'entreprise fonctionne bien, qu'on soit reconnu et qu'on soit dans l'excellence en réalité. Et du coup, comment on peut être par l'excellence? C'est après, du coup, avec nos actions concrètes qu'on va le faire. Pour juste finir sur cette partie Après, il faut faire attention à un truc, c'est qu'en tant que... Vas-y. Non, je disais juste, en fait, parce que je voulais donner l'exemple que comment on est la QA et on ne fait pas forcément du test. Nous, ce qu'on a pu faire dans ce sens-là, on a commencé à initier la réflexion, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, malheureusement, mais c'était par exemple d'avoir dans nos boards de monitoring, donc c'est la QA qui fait le monitoring fonctionnel, et dans les boards de monitoring, commencer à intégrer des indicateurs que les équipes support regardaient. Par exemple, combien ils avaient de calls sur la journée sur tel ou tel sujet. Et en fait, du coup, on savait, avec leur call et avec nos métriques à nous, quel était le problème dans le temps X. Par exemple, si on voyait qu'il y avait énormément de personnes qui appelaient parce qu'il y avait un problème sur le paiement, et que nous, on a la courbe de paiement, on a une descente sur le nombre de paiements, on avait directement une synergie. Eux, ils savaient, nous, on savait qu'il y avait un problème. Et donc, du coup, pour moi, là-dessus, clairement, c'était une manière aussi pour passer le message ces équipes support-là qui peut-être ne nous connaissaient pas avant. Maintenant, ils savent qu'on fait du monitoring et on ne fait pas que du test. Là, tu es en mode réactif aussi dans cette approche-là, par contre. Si Totalement. on essaie de faire un peu de shift, là, tu es dans le right testing finalement. Alors, on a encore le terme test. Hein. Mais si tu remontes en shift left et comment du coup insuffler la qualité pour ne pas arriver à cette situation-là, on pourrait presque aller jusqu'au bout. Hein. On s'affranchit des tests, on s'affranchit des équipes support. Si on était dans le monde idéal, c'est pas simple. Et je laisse la main à Arnaud qui voulait rebondir. Totalement d'accord avec ça, Benjamin. Et juste pour te répondre, en fait, dans l'observabilité, il y a un magnifique tableau qui dit il y a ce qu'on maîtrise, ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, ce qu'on connaît pas, ce qu'on connaît pas, et ce qu'on maîtrise pas, et ce qu'on maîtrise pas, et ce qu'on connaît. Et en fait, il y a parfois des cas, on peut pas tout observer, on peut pas tout voir. Et en fait, là, c'était pour voir ce qu'on connaissait ou qu'on maîtrisait pas. Et ça répondait totalement à la problématique et ça créait une synergie en plus. C'était ultra intéressant parce qu'en fait, finalement, on avait des points en commun et on arrivait à les mettre en évidence. Il y a un autre phénomène qui est particulièrement frustrant, et ça rejoint ma première question au début, pourquoi dans l'industrie, j'ai l'impression, dans l'industrie de la qualité logicielle spécifiée, et effectivement, c'est certainement différent dans d'autres industries. Il se trouve que cette incompréhension du rôle de la qualité qui est caricaturée par simplement des tests end-to-end, généralement, je vois ça dans plein de boîtes. Je le retrouve dans les entretiens. Quand je veux recruter des ingénieurs QA, en fait, moi, j'ai des testeurs qui arrivent, et quand je leur demande pour vous quel est le rôle de la QA, ils me répondent c'est de trouver des bugs, et c'est d'exécuter les tests qu'on m'a donnés dans le cahier de test. Je dis merci, on vous recontactera. Tu leur dis pas que tu n'as pas de cahier de test? Tu leur dis pas que le cas de test, je l'ai vu tout à l'heure dans le slide précédent, mais tu leur dis pas que le cas de test, potentiellement, ça sert à rien dans certains contextes? Non, mais en fait, pour moi, malheureusement, c'est éliminatoire parce que j'essaie généralement de creuser parce que je veux donner toute leur chance à tous les candidats. Mais généralement, quand ils sont dans cet état d'esprit-là, c'est très dur de leur faire parler d'autres sujets de type shift left, par exemple. C'est complètement inconnu pour eux. Ils sont vraiment dans le modèle de... exécutants. Ils sont des gardiens de but, en fait. Je ne peux pas mettre des bugs en prod. Et c'est impossible. Mathématiquement, en fait, on sait très bien que c'est une passoire de faire ça. C'est toujours sur des tests qui arrivent très très tard, avec des spécifications toutes relatives. On est sur du test bout en bout, c'est de l'échantillonnage avec une couverture qui est minable.
Donc il faut complètement inefficace. Et puis si on reprend la situation des lignes, en fait, ça sert à rien, quoi, de toute façon. Ouais, en général, c'est vrai que moi, pour leur faire comprendre, ce que je leur dis, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de se faire des prises de sang toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et c'est ça qui va garantir ta bonne santé. Au final, ça va te coûter cher, tu vas te retrouver avec plein de trous et je te garantis rien. Parce qu'en même temps, ça dépend, tu vas faire ta prise de sang, mais ça dépend de ce que tu vas chercher. Et surtout, Ça est-ce que revient ça un petit peu t'empêchera à de ça. tomber à vélo Bah oui, et te faire mal mais en tout cas, quand non. je leur dis ça, là, ils comprennent la différence de la pertinence des tests et de les faire au bon moment. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!